Un milliardaire offre une voiture à une mendiante inattendue. Quelques jours plus tard, il la voit sur la tombe de son père. Quel lien choquant les unit. Découvrez cette histoire à couper le souffle maintenant. Le tic-tac régulier de la grande horloge résonnait dans les vastes couloirs de marbre du domaine Dupont, son mécanisme ancestral marquant le temps avec la même précision inébranlable qu'il avait maintenue au cours des 23 dernières années. Jean Dupont se tenait devant l'antique garde-temps, ajustant son col avec une précision exercée, se préparant pour une nouvelle journée qui reflèterait d'innombrables autres avant elle. À 68 ans, Jean portait l'air distingué de la vieille fortune, bien que sa fortune fût entièrement acquise par lui-même. Ses cheveux argentés, impeccablement coiffés, et son costume gris anthracite projetaient une image de réussite que le magazine Forbes avait célébrée à maintes reprises. Pourtant, ses yeux bleu acier portaient un poids qu'aucune richesse ne pouvait soulever. Le manoir, un vaste témoignage de la grandeur architecturale à Saint-Germain-en-Laye, était devenu à la fois son sanctuaire et sa prison. Chaque pièce était préservée exactement comme Élisabeth l'avait laissée. Ses lunettes de lecture toujours posées sur le bureau antique de la bibliothèque, ses plans de jardin étalés sur la table de la véranda, désormais protégés par une vitre. Le personnel avait appris depuis des années à ne pas déranger ces reliques sacrées d'une vie interrompue. « Prendrez-vous votre petit déjeuner dans le bureau comme d'habitude, monsieur Dupont ?» demanda Marie, sa gouvernante depuis 20 ans, depuis le seuil de la porte. Sa voix portait la douce inquiétude de quelqu'un qui avait été témoin de trop de matins de toast intact et de café refroidi. « Juste du café aujourd'hui, Marie. J'ai mon rendez-vous habituel à tenir. » Elle hocha la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. Chaque mercredi matin depuis 23 ans, Jean avait visité la dernière demeure d'Élisabeth, au cimetière du Père-Lachaise. Qu'il pleuve ou qu'il vente, crise économique ou fête nationale, rien n'avait jamais perturbé ce rituel. Alors qu'il descendait le grand escalier, le regard de Jean balaya le portrait qui dominait le vestibule. Le sourire d'Élisabeth, capturé à l'huile et figé dans le temps, semblait le suivre. Elle avait 42 ans lorsque le portrait avait été peint, ses cheveux auburn touchés par les premiers fils d'argent, ses yeux verts portant la sagesse des années, tout en conservant cette étincelle d'espièglerie dont il était tombé amoureux 2 décennies plus tôt. L'air du matin portait un soupçon d'automne, lorsque Jean sortit, saluant d'un signe de tête Jacques, son chauffeur depuis 15 ans, qui tenait la porte de la Rolls-Royce ouverte. Le trajet familier à travers les rues bordées d'arbres de Saint-Germain-en-Laye permit à son esprit de vagabonder, comme souvent, à travers les souvenirs de temps plus heureux. Les galas de charité qu'Élisabeth avait organisés, les calmes dimanches matins dans le conservatoire, où elle s'occupait de ses orchidées pendant qu'il lisait les journaux financiers, la façon dont elle riait de ses terribles tentatives de cuisine lorsqu'ils s'étaient mariés. « Le bulletin météo mentionne de la pluie plus tard, monsieur », commenta Jacques, interrompant la rêverie de Jean. « Dois-je apporter un parapluie ?»« Oui, merci, Jacques. » La réponse de Jean était automatique, son esprit déjà concentré sur le rituel à venir. Dans sa mallette en cuir, il portait des roses fraîches, les préférées d'Élisabeth et la dernière édition du Figaro. Il avait pris l'habitude de lire les nouvelles financières à haute voix, partageant ses réflexions sur les tendances du marché et les décisions d'affaires comme si elle était encore sa conseillère la plus fiable. Les grilles du cimetière apparurent devant eux, leur volute en fer forgé aussi familière que son propre reflet. D'autres visiteurs réguliers et les jardiniers hochèrent la tête en signe de reconnaissance au passage de sa voiture. Il était devenu une figure aussi permanente de cet endroit que les vieux chênes qui bordèrent ses allées. Jacques arrêta la voiture le long de l'allée courbée. « Aurez-vous besoin d'aide aujourd'hui, monsieur ?»« Non, merci, Jacques. Je n'en aurai pas pour longtemps. » Jean sortit, serrant sa mallette et les roses fraîches. Le chemin vers le mémorial d'Élisabeth était gravé dans sa mémoire musculaire. 3e rangée après l'ange de marbre, 2e tombe depuis le chêne historique. Il l'avait parcouru tant de fois qu'il aurait pu le trouver les yeux bandés. La pierre tombale en granit poli brillait dans la lumière du matin, le nom d'Élisabeth gravé en élégante calligraphie. Jean s'agenouilla, retirant les roses fanées de la semaine précédente et les remplaçant par des fleurs fraîches. Ses doigts tracèrent les dates gravées dans la pierre, une habitude formée au fil d'innombrables visites. « Le marché a été volatile cette semaine, ma chérie », commença-t-il, s'installant sur le banc de marbre qu'il avait fait installer des années auparavant. « Cette start-up technologique dont je t'ai parlé la dernière fois, elle montre des promesses,
Sa voix portait à travers le cimetière vide, un monologue d'homme d'affaires masquant la solitude d'un veuf. Des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus, mais Jean poursuivait sa conversation à sens unique, partageant ses réflexions sur ses dernières entreprises, les développements communautaires et les changements de saison. Il avait bâti un empire immobilier et d'investissement technologique. Pourtant, ses conversations les plus importantes se tenaient ici, dans la compagnie silencieuse des souvenirs. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, mais Jean resta assis, protégé par le grand parapluie noir que Jacques avait judicieusement fourni. Il s'apprêtait à poursuivre son compte-rendu hebdomadaire lorsqu'un mouvement attira son attention. Une jeune femme se précipitait le long du chemin, serrant quelque chose contre sa poitrine, visiblement prise au dépourvu par l'averse soudaine. Pour la première fois en 23 ans de visite du mercredi matin, Jean sentit son attention détournée de la tombe d'Élisabeth. Le sprint désespéré de la femme vers un abri éveilla quelque chose en lui. Un instinct longtemps dormant d'aider, de se connecter, de sortir de la routine soigneusement construite qui avait défini son existence depuis si longtemps. Alors que la pluie s'intensifiait, Jean se surprit à se lever de son perchoir familier, son parapluie fermement tenu, alors qu'il faisait son premier pas vers une rencontre qui allait briser l'isolement soigné de son monde. Il ne pouvait pas savoir alors que ce simple acte de gentillesse allait dévoiler des secrets enfouis bien plus longtemps que les restes terrestres d'Élisabeth, ou que la présence de la jeune femme le forcerait à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de la vie qu'il avait partagée avec son épouse bien-aimée. La pluie tombait maintenant en lourde nappe, tambourinant contre le parapluie de Jean alors qu'il s'approchait de la jeune femme. Elle s'était abritée sous l'avancée d'un petit mausolée, berçant ce qu'il pouvait maintenant voir comme un nourrisson, soigneusement protégé de la pluie sous sa veste légère. « S'il vous plaît », appela-t-il, sa voix portant une autorité adoucie par une réelle préoccupation, « permettez-moi de vous aider. » Il tendit son parapluie vers elle, maintenant une distance respectueuse que ses années de négociations commerciales lui avaient appris à être appropriées lors de l'approche d'étrangers. La femme se retourna et Jean ressentit un inexplicable choc de reconnaissance. Ses yeux d'un vert saisissant semblaient percer à travers le rideau gris de la pluie. Pendant un moment, il resta figé, son esprit s'efforçant de situer où il aurait pu voir ses yeux auparavant. « Merci », répondit-elle, sa voix tremblant légèrement de froid. « Je ne m'attendais pas à ce que le temps change si rapidement. » Les prévisions annonçaient des averses l'après-midi, pas un déluge matinal. Elle s'avança prudemment vers lui, ajustant sa prise sur le bébé qui restait remarquablement calme malgré le chaos météorologique. « Je suis Jean Dupont », se présenta-t-il, remarquant comment elle déplaçait le nourrisson endormi pour accepter la protection offerte par son parapluie. « Ma voiture est juste en bas du chemin. Je vous en prie. Laissez-moi vous conduire où vous devez aller. » Elle hésita, étudiant son visage avec une intensité qui le mit légèrement mal à l'aise. « Je suis Sophie, » dit-elle finalement. « Et voici Thomas. » Le bébé remua légèrement à la mention de son nom, ses petits doigts s'agrippant au chemisier de sa mère. Alors qu'il marchait vers la Rolls-Royce, Jean se surprit à jeter des coups d'œil furtifs à Sophie. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans ses traits, la façon dont elle se tenait, la courbe délicate de son nez, la détermination dans le set de sa mâchoire. Cela remuait des souvenirs qu'il n'arrivait pas tout à fait à saisir, comme essayer de se rappeler d'un rêve au réveil. Jacques les avait déjà repérés et se tenait près, la portière de la voiture ouverte. Les yeux de Sophie s'élargirent légèrement à la vue du véhicule de luxe, mais elle ne dit rien, alors que Jean l'aidait à monter à l'intérieur. La chaleur de l'habitacle les enveloppa et le bébé émit un doux son de contentement. « Où pouvons-nous vous conduire ?» demanda Jean, s'installant sur son siège. Sophie lissa ses cheveux humides en arrière de son visage, un geste si familier qu'il fit mal au cœur de Jean. « En fait, » commença-t-elle, puis s'arrêta, semblant rassembler son courage. « Je suis venu ici chercher quelqu'un, mais peut-être que ce n'est pas le bon moment. Par ce temps, sûrement celui que vous cherchez comprendrait si vous reportiez votre visite, » suggéra Jean, bien que la curiosité s'éveilla en lui. Peu de gens visitaient le cimetière du Père-Lachaise le mercredi matin. Il était devenu familier avec les visiteurs réguliers au fil des années, et Sophie n'en faisait définitivement pas partie. Elle secoua la tête, berçant doucement Thomas alors qu'il commençait à s'agiter. « Non, j'ai déjà trop reporté cette visite. » Mais elle jeta un coup d'œil par la fenêtre à la pluie incessante, puis baissa les yeux vers son fils.
Cela vous dérangerait-il terriblement si nous attendions que la pluie se calme un peu? Je ne veux pas que Thomas attrape froid. Jean se surprit à hocher la tête, avant même d'avoir pleinement traité la demande. Il y avait quelque chose dans la présence de Sophie qui semblait juste, malgré à quel point cela s'écartait radicalement de sa routine soigneusement maintenue. Bien sûr, peut-être aimeriez-vous un café? Il y a un petit café juste à l'extérieur du cimetière. Le café, le petit matin, était un établissement charmant que Jean n'avait jamais visité malgré être passé devant d'innombrables fois. Alors qu'il s'installait dans un box d'angle, Thomas, maintenant éveillé et observant silencieusement le monde depuis les genoux de sa mère, Jean remarqua comment les mains de Sophie tremblaient légèrement en acceptant le menu de la serveuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il, une réelle inquiétude colorant sa voix. « Vous semblez nerveuse. » Sophie rencontra son regard directement, ses yeux verts familiers maintenant brillants de larmes contenues. « Monsieur Dupont » commença-t-elle, puis s'arrêta, prenant une profonde inspiration. « Je sais qui vous êtes. Je le sais depuis un certain temps, en fait. Je n'avais pas prévu de vous rencontrer comme ça. J'avais tout planifié différemment, mais quand je vous ai vu aujourd'hui... » Elle plongea une main dans son sac, tout en tenant toujours Thomas en sécurité avec l'autre, et en sortit une enveloppe usée. Le souffle de Jean se coinça dans sa gorge lorsqu'il reconnut l'écriture sur l'enveloppe. La calligraphie distinctive d'Elisabeth, avec ses élégantes fioritures et ses lettres légèrement inclinées. Le papier avait jauni avec l'âge, mais l'écriture restait claire. Pour Sophie, le jour de ses 25 ans. « Je pense, » dit doucement Sophie, plaçant l'enveloppe sur la table entre eux, que nous avons beaucoup à nous dire. La douce musique de fond du café semblait s'estomper alors que Jean fixait l'enveloppe. Son esprit parcourait 23 ans de souvenirs, cherchant le moindre indice, le moindre signe qu'Elisabeth aurait pu laisser à propos de ce moment. Le poids des mots non dits planait entre eux alors que la pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, la nature fournissant une bande-son à cette intersection inattendue du passé et du présent. Thomas choisit ce moment pour tendre la main à travers la table, ses petits doigts s'étirant vers la tasse de café de Jean. Sophie le tira rapidement en arrière, mais pas avant que le mouvement du bébé ne brise la tension, provoquant un rire surpris chez les deux adultes. C'était un moment d'humanité simple dans ce qui devenait rapidement l'une des journées les plus extraordinaires de la vie de Jean. « Peut-être, » dit Jean, la voix légèrement rauque d'émotion, « devriez-vous commencer par le début. » Il poussa son café intact de côté, accordant à Sophie toute son attention. Dans toutes ces années de négociations commerciales, il n'avait jamais ressenti des enjeux aussi élevés qu'en ce moment, jamais senti son cœur battre aussi fort dans l'anticipation de ce qui allait suivre. Sophie hocha la tête, ajustant Thomas sur ses genoux alors qu'elle rassemblait ses pensées. La pluie dehors commençait à s'atténuer, mais aucun d'eux ne le remarqua, trop concentrés sur la conversation qui allait changer leurs deux vies pour toujours. La lettre entre eux semblait pulser d'énergie potentielle, comme une clé attendant de déverrouiller des portes, longtemps considérées comme scellées par le temps et les circonstances. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, en retirant soigneusement plusieurs pages du papier à lettres distinctives d'Elisabeth. Thomas s'était endormi dans ses bras, sa respiration paisible, offrant un doux contrepoint au poids du moment. « J'ai reçu cette lettre le jour de mes 25 ans, il y a 2 mois, commença Sophie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mes parents adoptifs me l'ont donnée. Ils l'avaient gardée toutes ces années, attendant le bon moment. » Elle lissa les pages sur la table, faisant attention à ne pas réveiller Thomas. « Voudriez-vous la lire ?» Jean fixait les pages, son cœur tonnant dans sa poitrine. L'écriture familière d'Elisabeth semblait danser devant ses yeux, chaque courbe et fioriture aussi familière que son propre reflet. Avec des mouvements prudents, il prit la première page et commença à lire. « Ma très chère Sophie, si tu lis ceci, c'est que tu as atteint ton 25e anniversaire, et je prie pour que tu aies eu une vie merveilleuse avec la famille que j'ai choisie pour toi. Il y a tant de choses que je dois te dire, tant d'explications que je te dois, mais avant tout, je veux que tu saches que te donner était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, et qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je ne pense à toi. Tu es née le 15 avril 1999, à l'hôpital Sainte-Anne. Tu étais parfaite, 10 petits doigts, 10 petits orteils et les plus beaux yeux verts que j'ai jamais vus. J'avais 22 ans, j'étais célibataire et je luttais pour faire mon chemin dans le monde. Ton père biologique avait disparu bien avant que je ne sache que je t'attendais,
Et mes parents, eh bien, ils avaient leurs propres idées sur ce qui était le mieux. J'ai pris la décision de te donner en adoption parce que je voulais que tu aies tout ce que je ne pouvais pas t'offrir à l'époque. Stabilité, sécurité et une famille complète. La famille Moreau essayait d'avoir un enfant depuis des années. Et quand je les ai rencontrés, j'ai su qu'ils te donneraient tout l'amour et toutes les opportunités que tu méritais. Jean leva les yeux de la lettre, l'esprit en ébullition. 15 avril 1999, murmura-t-il. C'était juste 8 mois avant que je ne rencontre Elisabeth. Sophie hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. S'il vous plaît, continuez à lire, l'exhorta-t-elle doucement. Jean reprit la lettre, ses mains tremblant légèrement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de tomber amoureuse quelques mois seulement après t'avoir confié. Jean Dupont est entré dans ma vie comme une tornade, et soudain je me suis retrouvé à construire une nouvelle vie, une vie de privilèges et de possibilités. Mais j'ai porté le poids de mon secret chaque jour de notre mariage. J'ai voulu lui parler de toi tant de fois, mais la peur me retenait. Peur du jugement, peur de le perdre, peur de perturber la vie que tu construisais avec ta famille adoptive. Au moment où j'écris cette lettre, je mets en place un fonds fiduciaire pour toi, géré discrètement par mes comptes personnels. J'en n'en sais rien, mais je veux m'assurer que tu seras toujours prise en charge, même si je ne suis pas là pour le faire moi-même. Les détails sont joints à cette lettre. Mais, plus important encore, je veux que tu connaisses ton héritage, l'entreprise familiale qui est devenue ton droit de naissance, sans que personne ne le sache. L'argent de départ qui a aidé Jean à bâtir son empire, il provenait de l'héritage de ma grand-mère, que j'ai reçu peu avant de le rencontrer. Je ne lui ai jamais dit l'ampleur réelle de ma contribution à nos premières entreprises. Par fierté, peut-être, ou peut-être la même peur qui m'a empêché de lui parler de toi. Sophie, ma belle-fille, il y a tellement de moi en toi. Nos yeux verts partagés, notre détermination, notre esprit. Je t'ai observé de loin toutes ces années, recevant des nouvelles de l'agence d'adoption, célébrant tes réussites en silence. Chaque étape que tu as franchie, chaque succès que tu as obtenu, a rempli mon cœur de fierté et de regret à parts égales. Si tu lis ceci, tu as peut-être des questions sur ta place dans l'héritage de la famille Dupont. Sache que tu as tout à fait le droit de chercher des réponses, de connaître ton histoire, de comprendre d'où tu viens. J'ai laissé une documentation détaillée dans un coffre-fort à la Banque de France, numéro 2317. La clé est jointe à cette lettre. Jean fit une pause, submergé par les révélations. Il regarda Sophie, la regarda vraiment, et soudain les traits familiers qu'il avait remarqués prenaient tout leur sens. Elle avait les yeux d'Elisabeth, son menton, sa force tranquille. « Il y a plus », dit doucement Sophie, sortant une autre enveloppe de son sac. Des relevés bancaires, des documents juridiques, des certificats de naissance, et ceci. Elle en extrait soigneusement une photographie, usée sur les bords mais bien conservée. Elle montrait une jeune Elisabeth, à peine dans la vingtaine, berçant un nouveau-né. Le café autour d'eux était devenu silencieux, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Thomas s'agita dans son sommeil, émettant un petit son qui fit monter les larmes aux yeux de Jean. C'était son petit-fils, un lien avec Elisabeth dont il n'avait jamais connu l'existence. « Toutes ces années, dit-il, la voix rauque d'émotion, elle a porté ce secret. Toutes ces fois où elle semblait distante, distraite, ces mystérieux rendez-vous et voyages qu'elle faisait, les pièces du puzzle s'assemblaient, créant une nouvelle image de la femme qu'il pensait connaître complètement. Je n'avais pas l'intention de me manifester, admit Sophie, caressant doucement les cheveux de Thomas. Mais puis Thomas est arrivé et j'ai commencé à penser à la famille, à l'héritage, aux connexions. Et puis j'ai découvert le fonds fiduciaire de ma mère, son rôle dans la construction de votre entreprise. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Je ne veux pas de votre argent, monsieur Dupont. Je veux juste connaître ma mère à travers vos souvenirs d'elle. La révélation planait entre eux, lourde d'implications et de possibilités. Dehors, la pluie s'était complètement arrêtée et le soleil commençait à percer à travers les nuages, projetant des taches de lumière chaude sur leur table. Cela ressemblait à un signe, un nouveau départ émergeant des ombres du passé. Le trajet de retour au domaine Dupont fut rempli d'un silence épais, brisé seulement par les doux roucoulements occasionnels de Thomas. Jean avait insisté pour ramener Sophie et le bébé chez lui, son esprit parcourant 2 décennies de souvenirs qui nécessitaient maintenant un réexamen. Jacques, toujours discret, gardait les yeux fixés sur la route,
Bien que la présence inhabituelle de passagers dans la voiture de M. Dupont un mercredi n'ait pas échappé à son attention. Alors qu'il franchissait les grilles ornées du domaine, l'inspiration brusque de Sophie fut audible. Le manoir se dressait devant eux, son architecture géorgienne à la fois imposante et gracieuse, un reflet parfait du goût raffiné d'Élisabeth. Jean observa la réaction de Sophie du coin de l'œil, notant comment ses yeux parcouraient les caractéristiques du bâtiment avec un mélange d'émerveillement et de reconnaissance. Elle a conçu une grande partie du paysage elle-même, se surprit à dire Jean alors qu'il remontait l'allée principale. La roseraie à gauche était sa fierté particulière. Il fit une pause, une nouvelle pensée le frappant. « Je suppose que c'est de là que vient ton deuxième prénom, Rose. » Sophie s'arrêta net, se tournant vers lui avec surprise. « Comment avez-vous le certificat de naissance dans ta documentation? Élisabeth a toujours aimé les roses. Je n'ai simplement jamais compris pourquoi elle était devenue si passionnée par elles après notre mariage. » Il secoua la tête, stupéfait de voir combien de petits détails prenaient soudain un nouveau sens. Marie apparut sur le seuil, son professionnalisme masquant à peine sa surprise face aux invités inattendus. « Monsieur Dupont, dois-je préparer des rafraîchissements dans le jardin d'hiver? »« Oui, s'il vous plaît, Marie. Et pourriez-vous apporter la boîte du bureau d'Élisabeth? Celle avec le ruban bleu ?» La demande de Jean fit légèrement écarquiller les yeux de Marie. Personne n'avait touché aux effets personnels d'Élisabeth depuis des années. Le jardin d'hiver était la pièce préférée d'Élisabeth, avec son plafond de verre en hauteur et sa vue sur les jardins qu'elle avait amoureusement cultivés. Sophie s'installa sur un canapé en osier blanc, installant confortablement Thomas dans ses bras. Le bébé était maintenant bien éveillé, ses yeux curieux absorbant l'espace rempli de lumière. « Elle passait des heures ici, » dit Jean, acceptant la boîte de Marie avec un remerciement silencieux. « J'ai toujours pensé qu'elle ne faisait que s'occuper de ses plantes, mais maintenant, il posa la boîte sur la table en verre entre eux. Maintenant, je me demande si c'est ici qu'elle écrivait ses lettres pour toi. » Sophie se pencha légèrement en avant, son attention captée par la boîte. Elle était faite d'érable sculpté à la main, avec un délicat ruban bleu qui avait pâli avec l'âge. « Qu'est-ce que c'est? Les papiers personnels d'Élisabeth. Je ne l'ai jamais ouverte. » Les mains de Jean reposaient sur le couvercle de la boîte. Après qu'elle nous ait quittés, je n'ai pas pu me résoudre à regarder à l'intérieur. Cela semblait trop personnel, trop définitif. Il rencontra les yeux de Sophie. Mais je pense que le moment est venu. Lorsqu'il souleva le couvercle, le parfum préféré d'Élisabeth s'en échappa, un rappel fantomatique de sa présence. À l'intérieur, parfaitement préservé, se trouvaient des piles de lettres, de photographies et de journaux intimes. Sur le dessus reposait une enveloppe scellée, portant le nom de Jean écrit de la main distinctive d'Élisabeth, datée de quelques semaines avant son décès. D'une main tremblante, Jean ouvrit l'enveloppe et commença à lire à voix haute. « Mon très cher Jean, si tu lis ceci, alors la vérité a finalement éclaté. J'ai porté le poids de mon secret pendant si longtemps. Il est devenu un mur entre nous, invisible, mais toujours présent. Tu dois avoir tant de questions, tant de colère et de confusion. Tu as tout à fait le droit de te sentir trahi. Mais comprends, je t'en prie, que mon amour pour toi n'a jamais été un mensonge. La vie que nous avons construite ensemble, les rêves que nous avons partagés, tout cela était réel. Mon seul regret est de ne pas avoir eu le courage de te parler de Sophie plus tôt. » La voix de Jean se brisa et il dut faire une pause. Sophie tendit la main à travers la table, touchant doucement la sienne. Ce simple geste de réconfort, si semblable à celui d'Élisabeth, faillit le défaire complètement. Marie apparut silencieusement avec un service à thé, ses mouvements délibérément lents et prudents alors qu'elle disposait tout sur une table d'appoint. Sa présence offrit à Jean un moment pour se ressaisir, pour rassembler ses pensées avant de continuer. Alors qu'il reprenait sa lecture, Thomas commença à s'agiter doucement. Sophie se leva, marchant vers les fenêtres pour le calmer. La vue de sa silhouette contre la lumière de l'après-midi, se balançant doucement avec le bébé, créait un écho si puissant d'Élisabeth que Jean dut détourner le regard. La lettre continuait, révélant non seulement des explications mais aussi les espoirs d'Élisabeth pour l'avenir. Un avenir qu'elle savait ne peut-être pas voir. Elle écrivait de ses rêves pour Sophie, de sa fierté pour la femme qu'elle avait entrevue de loin et de son souhait le plus profond qu'un jour son mari et sa fille puissent se connaître. Mais ce furent les derniers paragraphes qui frappèrent Jean le plus durement. Élisabeth avait écrit à propos d'un compte secret,
distinct du fonds fiduciaire qu'elle avait établi pour Sophie. Ce compte contenait des registres détaillés de ses contributions financières à leurs premières entreprises, des contributions qui avaient été bien plus substantielles que Jean ne l'avait jamais su. « Elle a toujours été plus que juste ma femme », dit doucement Jean, posant la lettre. « Elle était ma partenaire en tout, bien que je n'ai jamais pleinement compris dans quelle mesure jusqu'à maintenant. » Un soudain remue-ménage à l'avant de la maison interrompit le moment. Des voix se faisaient entendre, en colère insistante, et puis Marie apparut à la porte du jardin d'hiver, le visage crispé d'inquiétude. « Monsieur Dupont, je m'excuse pour l'interruption, mais Monsieur Victor Mercier est ici avec son avocat. Ils insistent pour vous parler immédiatement. » L'expression de Jean s'assombrit. Victor Mercier était le neveu de sa défunte épouse, un homme dont l'intérêt pour la fortune des Dupont avait toujours été transparent. Le timing de son arrivée ne pouvait pas être pire, ou peut-être plus suspect. « Comment a-t-il su ?» se demanda Jean à voix haute, regardant Sophie avec inquiétude. « Comment a-t-il découvert ton existence si vite ?» Les chaussures italiennes coûteuses de Victor Mercier claquaient contre le sol en marbre du grand hall du domaine Dupont, sa présence aussi indésirable qu'un nuage d'orage un jour d'été. À 45 ans, il se comportait avec l'air suffisant de quelqu'un qui avait hérité de sa position plutôt que de l'avoir gagnée. Derrière lui, Maître Laurent, son avocat, serrait sa mallette en cuir comme un bouclier. « Oncle Jean » appela Victor, sa voix portant la chaleur artificielle d'un mondain accompli. « Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. » Ses yeux se fixèrent sur Sophie et Thomas avec un intérêt prédateur. Jean s'avança, se positionnant délibérément entre Victor et Sophie. « Quelle nouvelle exactement, Victor, et de qui ?»« Je vous en prie. » Victor fit un geste vers son avocat. « Discutons de cela en famille. Après tout, nous sommes une famille. » Bien que la définition de ce mot soit apparemment devenue assez fluide aujourd'hui. Marie avait discrètement disparu et réapparu avec des services à thé supplémentaires, ses années de service lui ayant appris que la tension était souvent mieux gérée avec du cérémonial. Le groupe se déplaça vers le salon formel, où les portraits des ancêtres Dupont observaient les procédures avec une gravité peinte. « Je représente les intérêts de Monsieur Mercier dans la succession Dupont », commença Maître Laurent, sortant des documents de sa mallette. « Nous avons eu connaissance de certaines revendications concernant les arrangements antérieurs de feu, Madame Dupont. » Sophie serra Thomas plus près, son menton se relevant avec une défiance purement héritée d'Élisabeth. « Je ne fais aucune revendication, » déclara-t-elle fermement. « Je suis venue ici pour connaître ma mère, pas pour exiger quoi que ce soit. »« Comme c'est pratique, » railla Victor, abandonnant toute prétention de chaleur. « Vous apparaissez 23 ans plus tard, par coïncidence après avoir découvert le rôle de votre mère dans la construction de la fortune Dupont. Vous vous attendez à ce que nous croyions que c'est une question de lien familial ?» La main de Jean se crispa sur l'accoudoir de son fauteuil. « Victor, tu t'oublies, c'est ma maison et Sophie est mon invitée. Plus que cela, elle est la fille d'Élisabeth, ce qui fait d'elle bien plus une famille que tu ne l'as jamais été. » « La fille d'Élisabeth ?» Victor rit froidement. « Un enfant secret donné en adoption avant même que vous ne la rencontriez ? Réveillez-vous, oncle Jean, elle vous a trompé. Elle a caché l'existence de cette fille ainsi que Dieu sait quoi d'autre. Comment pouvez-vous avoir confiance en quoi que ce soit de votre mariage maintenant ?» Les mots frappèrent comme des coups physiques, ciblant des doutes que Jean n'avait même pas reconnus en lui-même. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophie se leva, Thomas en sécurité dans ses bras. « Vous ne la connaissiez pas. » La voix de Sophie était calme mais tranchante comme l'acier. « J'ai lu chaque lettre qu'elle m'a écrite. J'ai appris chaque sacrifice qu'elle a fait. Elle m'a confié parce qu'elle voulait que j'aie une meilleure vie que celle qu'elle pouvait m'offrir à l'époque. Et elle l'a gardé secret parce qu'elle protégeait tout le monde. Moi, ma famille adoptive, et oui, même Jean. » Maître Laurent s'éclaircit la gorge. Indépendamment des intentions, le fait demeure que les contributions financières non divulguées de Madame Dupont à l'entreprise soulèvent de sérieuses questions juridiques. Les actionnaires, interrompit Jean, son acuité commerciale se focalisant soudainement. Dupont Enterprise est une entreprise privée, Victor. Les seuls actionnaires sont moi-même et... Il fit une pause, la compréhension se faisant jour. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Tu as racheté le petit pourcentage d'actions qu'Élisabeth avait laissé aux membres de sa famille. Le silence de Victor fut une confirmation suffisante. Pendant des années, il avait discrètement consolidé sa position, se préparant pour un moment de levier.
Il s'attendait à attendre le décès de Jean pour faire son mouvement, mais l'apparition de Sophie l'avait forcé à agir. « Elisabeth tenait un journal », dit soudainement Sophie, fouillant dans son sac. « Elle l'a donné à mes parents adoptifs avec ses lettres. Je le lis depuis que j'ai tout découvert il y a 2 mois. Elle en sortit un journal en cuir usé. Voulez-vous savoir ce qu'elle a écrit à votre sujet, Victor ?» Le visage de Victor perdit toute couleur. « C'est une propriété privée. »« Non, » interrompit Jean. « Selon ton propre argument, tout ce qui appartient à Elisabeth et qui précède notre mariage appartiendrait à sa famille biologique. Ce serait Sophie. » Il ressentit une satisfaction sinistre à utiliser la propre logique de Victor contre lui. Sophie ouvrit le journal à une page marquée. 3 avril 1999. Victor est venu aujourd'hui, exigeant de l'argent à nouveau. Il menace de tout dire à mes parents à propos du bébé si je ne l'aide pas à couvrir ses dettes de jeu. Il ne comprend pas que je donne ma fille précisément pour qu'elle ne soit pas touchée par la toxicité des obligations familiales et du chantage émotionnel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maître Laurent s'agita inconfortablement sur son siège, réévaluant clairement sa position. Le visage de Victor était passé de pâle à rouge moucheté. « Vous avez constitué une belle piste documentaire au fil des années, » continua Sophie, sa voix stable. « Maman a tout documenté, chaque menace, chaque demande d'argent, chaque tentative de manipulation. Elle savait qu'un jour, cela pourrait être nécessaire. » Jean regarda le neveu de sa défunte épouse s'effondrer sous le poids de décennies de secrets. Elisabeth, même dans son absence, avait réussi à protéger sa famille une dernière fois. Elle avait connu la nature de Victor, s'était préparée à la possibilité de ce moment précis. Thomas choisit ce moment pour laisser échapper un joyeux gazouillis, le son innocent tranchant la tension comme un rayon de soleil à travers les nuages d'orage. Jean ne put s'empêcher de sourire. Voici le véritable héritage d'Elisabeth, pas l'argent ou l'empire commercial, mais la continuation de l'amour à travers les générations. « Je pense que nous en avons terminé ici, » dit Jean en se levant. « Marie va vous raccompagner et Victor ne prend pas la peine d'essayer de faire pression sur les autres actionnaires. Je convoquerai une réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés de voir la documentation de Sophie. » Alors que Victor et son avocat étaient escortés dehors, Jean se tourna vers Sophie, la voyant sous un nouveau jour. Elle avait géré la confrontation avec une grâce et une force qui en disaient long sur son caractère et son héritage. Elle était sans aucun doute la fille d'Elisabeth. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les fenêtres du salon, peignant l'espace dans des tons dorés chauds. La même lumière qui avait illuminé tant de soirées tranquilles avec Elisabeth était maintenant témoin du début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille Dupont. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec Victor, et l'automne avait peint les terres du domaine Dupont dans de brillantes nuances d'or et de cramoisi. Jean s'était installé dans une nouvelle routine qui incluait des visites régulières de Sophie et Thomas, leur présence ramenant la vie dans des pièces qui étaient restées silencieuses depuis trop longtemps. Ce rythme paisible fut brisé un mardi matin froid lorsque Sophie appela, sa voix tendue par la panique. « Thomas a une forte fièvre. Le pédiatre veut que nous allions à l'hôpital. » Jean attrapait déjà ses clés de voiture avant qu'elle ne finisse de parler. « Je vais demander à Jacques de sortir la voiture. Quel hôpital ?»« L'hôpital Saint-Louis. »« Je suis désolé de vous déranger, mais... »« J'arrive, » l'interrompit-il, son cœur battant d'une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. « Ne t'excuse pas. La famille prend soin de la famille. » Ces mots le surprirent, même alors qu'il les prononçait, mais ils sonnèrent justes. En quelques semaines depuis que Sophie était entrée dans sa vie, sa définition de la famille s'était élargie d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. L'isolation soigneuse qu'il avait maintenue depuis le décès d'Elisabeth s'était effondrée face aux sourires innocents de Thomas et à la force tranquille de Sophie. Le service pédiatrique de l'hôpital était un labyrinthe de couleurs vives et d'éclairages doux, conçu pour être accueillant mais ne parvenant pas à masquer son objectif fondamental. Jean trouva Sophie dans une chambre privée, berçant un Thomas rougi et apathique pendant qu'un médecin l'examinait. « Monsieur Dupont », le docteur Chen le salua avec une courtoisie professionnelle. « Thomas a une température de 39,7 degrés et nous détectons une certaine détresse respiratoire. Nous allons devoir l'admettre pour observation et commencer un traitement antibiotique par voie intraveineuse. » Le visage de Sophie se décomposa à ces mots, bien qu'elle luttât pour garder son sang-froid. Sans réfléchir, Jean se déplaça à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule.
Le geste semblait naturel, comme s'il le faisait depuis des années plutôt que des semaines. « Que pensez-vous être la cause ?» demanda Jean, son ton professionnel masquant sa profonde inquiétude. Le docteur Chen consulta ses graphiques. « Étant donné ces symptômes, nous soupçonnons une pneumonie bactérienne. Nous en saurons plus une fois que les résultats de laboratoire seront revenus, mais nous voulons commencer le traitement immédiatement. » Les heures suivantes passèrent dans un flou de procédures médicales et de paperasserie. Jean géra les détails administratifs automatiquement, ses années de leadership d'entreprise lui servant bien en cas de crise. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers Sophie, voyant dans son expression inquiète des échos d'Elisabeth pendant les moments difficiles. Alors que le soir approchait, la fièvre de Thomas restait obstinée malgré les médicaments. Sophie n'avait pas quitté son côté, son épuisement évident dans l'affaissement de ses épaules. Jean revint d'une course pour du café pour la trouver en train de pleurer silencieusement, une main serrant les petits doigts de Thomas à travers les barreaux du berceau. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il doucement, posant les tasses de café. « Pendant que tu étais avec le thérapeute respiratoire tout à l'heure, j'ai demandé à Marie de m'apporter certains des vieux papiers d'Elisabeth. » Il sortit un vieux journal en cuir de sa mallette. « Celui-ci est différent de celui que tu as. Il date de plus tard, pendant notre mariage. » Sophie leva les yeux, essuyant ses larmes. « Qu'avez-vous trouvé ?» Elisabeth avait un projet secret sur lequel elle travaillait avant de nous quitter. Elle prévoyait de créer une fondation de recherche pédiatrique. Il ouvrit le journal, lui montrant des pages de notes soigneuses et de plans préliminaires. Elle ne m'en a jamais parlé, mais elle avait déjà mis de côté des fonds importants pour cela. Les papiers étaient dans ce coffre-fort dont tu as parlé avec tout le reste. Une fondation pédiatrique? La voix de Sophie n'était qu'un murmure. Jean hocha la tête, tournant les pages pour montrer plus de détails. Elle s'intéressait particulièrement aux affections respiratoires chez les nourrissons. Il y a des notes ici sur sa propre maladie d'enfance. Apparemment, elle a eu une grave pneumonie quand elle était bébé. Elle voulait aider d'autres familles à éviter cette peur. Thomas s'agita dans son berceau, émettant un petit son de détresse qui attira immédiatement l'attention des deux adultes. Alors que Sophie le calmait, Jean continua à lire dans le journal d'Elisabeth. Elle écrit ici qu'elle se sentait coupable de t'avoir confié à l'adoption, se demandant si tu étais en bonne santé, si on prenait soin de toi quand tu étais malade. Elle a canalisé cette inquiétude dans la recherche, dans la planification de moyens d'aider d'autres enfants. Il fit une pause, l'émotion rendant sa voix rauque. Elle n'a jamais cessé d'être une mère, Sophie. Elle a simplement trouvé différentes façons de l'exprimer. La nuit s'approfondit autour d'eux, les bruits de l'hôpital étouffés par l'heure tardive. La fièvre de Thomas commençait enfin à répondre au traitement, sa respiration s'allégeant légèrement. Sophie avait finalement accepté de se reposer dans le fauteuil inclinable de la chambre, bien que le sommeil lui échappât. « Je veux le faire », dit soudainement Jean, brisant le silence. « Faire quoi ? Établir la fondation, achever ce qu'Elisabeth a commencé. » Il se déplaça vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Toutes ces années, j'ai préservé sa mémoire dans des moments figés, des pièces inchangées, des objets intouchés. Mais ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu. Elle regardait toujours vers l'avenir, planifiant toujours le prochain projet, la prochaine amélioration. Sophie se redressa, son épuisement momentanément oublié. La documentation que nous avons trouvée sur ses contributions à l'entreprise, nous pourrions utiliser cet argent. En faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui aide les gens. Je veux que tu la diriges, dit Jean, se retournant pour lui faire face. Tu as sa détermination, sa compassion. Et, il sourit légèrement, tu as déjà de l'expérience avec le groupe démographique cible. Les moniteurs de Thomas bipaient régulièrement en arrière-plan, un rappel de l'importance de tout cela. Sophie regarda son fils, puis Jean, voyant dans ses yeux la même détermination qu'elle sentait grandir dans son propre cœur. Nous l'appellerons la Fondation Elisabeth Dupont, dit-elle doucement. Un héritage d'amour et de guérison. Jean hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Dans la chambre d'hôpital stérile, entourée de machines et d'incertitudes, il ressentit la présence d'Elisabeth plus fortement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Elle avait su, d'une certaine manière, que ce moment viendrait, quand son passé et son présent fusionneraient en un avenir qu'elle avait aidé à façonner, même dans son absence. Les feuilles d'automne avaient cédé la place aux premières neiges de l'hiver, lorsque Thomas se rétablit complètement. Le jardin d'hiver du domaine Dupont avait été transformé en un bureau improvisé,
où Jean et Sophie passaient leur journée à donner vie à la fondation d'Élisabeth. Les plans architecturaux et les documents juridiques partageaient un espace avec le parc de jeux de Thomas. Sa présence joyeuse, rappelant constamment pourquoi leur travail était important. « Regardez ça », dit Sophie un matin, dépliant soigneusement un plan jauni qu'elle avait découvert dans les papiers d'Élisabeth. Elle avait déjà conçu le bâtiment. Les plans montraient une installation moderne avec des espaces chaleureux et accueillants et des installations médicales de pointe. Jean se pencha pour examiner les dessins, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. C'est l'ancienne propriété Rousseau, juste en dehors des limites de la ville. Elle devait l'avoir à l'œil depuis des années. Il secoua la tête d'étonnement. Elle avait même fait des analyses de coûts préliminaires. « Maman avait pensé à tout », dit doucement Sophie, passant ses doigts sur les annotations soignées d'Élisabeth. Après des semaines à lire les journaux et les papiers de sa mère, elle avait commencé à l'appeler « maman » plutôt qu'Élisabeth. Un changement subtil mais significatif qui n'avait pas échappé à l'attention de Jean. Thomas babillait joyeusement depuis son parc, agitant un éléphant en peluche qui était devenu son compagnon constant. Le jouet avait appartenu à Jean enfant, découvert dans un coffre de vieilles affaires que Marie avait préservé. Comme tant de choses au cours des derniers mois, il représentait un pont entre les générations. « La réunion du conseil d'administration est demain », rappela Jean, redressant une pile de projections financières. « Es-tu prête ?» Sophie hocha la tête, bien que ses mains tremblassent légèrement en atteignant son café. « J'ai mémorisé la présentation. Mais, et s'il ne m'accepte pas? S'il me voit comme une intruse, essayant de réclamer quelque chose qui ne m'appartient pas? » Sophie, la voix de Jean était douce mais ferme. « Tu es la fille d'Élisabeth. Plus que cela, tu es une femme d'affaires capable à part entière. Ton travail avec des organisations à but non lucratif avant la naissance de Thomas te donne exactement l'expérience dont nous avons besoin pour cette fondation. » La mention du travail antérieur de Sophie amena un léger sourire sur son visage. Elle avait passé 5 ans à gérer des organisations caritatives avant que l'arrivée de Thomas ne change ses priorités. Il semblait maintenant que chaque élément de sa vie l'avait préparée à ce moment, bien qu'elle ne l'ait pas su à l'époque. « J'ai trouvé autre chose ce matin, » dit Jean atteignant sa mallette. « Je pense qu'Élisabeth voudrait que tu l'aies maintenant. » Il en sortit une petite boîte en velours, âgée mais bien conservée. Sophie l'accepta d'une main tremblante. À l'intérieur, niché dans de la soie fanée, se trouvait un délicat médaillon en or. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Il appartenait à sa grand-mère, la même grand-mère dont l'héritage a aidé à démarrer notre entreprise. Élisabeth le portait à chaque réunion d'affaires importante. Elle prétendait que cela lui donnait confiance. La voix de Jean s'adoucit au souvenir. Je me suis toujours demandé pourquoi elle avait arrêté de le porter dans ces dernières années. Sophie ouvrit soigneusement le médaillon. À l'intérieur se trouvait une minuscule photographie qu'elle reconnut de ses papiers d'adoption. Elle-même nouveau-née. De l'autre côté se trouvait une petite inscription. Pour tous les moments que nous partagerons dans nos cœurs, sinon dans la vie. Des larmes coulèrent sur les joues de Sophie alors qu'elle lisait les mots. Elle a toujours su, parvint-elle à dire. Elle savait qu'un jour je trouverais mon chemin ici. Ta mère était la personne la plus visionnaire que j'ai jamais connue, acquiesça Jean. Elle pouvait voir des possibilités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Il jeta un coup d'œil à Thomas, qui s'était endormi en serrant son éléphant. Elle l'aurait adoré. Le lendemain matin se leva clair et froid. La salle du conseil de DuPont Enterprises, avec sa vue imprenable sur le skyline de la ville, se remplit lentement de membres du conseil curieux de cette session d'urgence. Beaucoup d'entre eux avaient connu Élisabeth, avaient travaillé avec elle dans les premiers jours de l'entreprise. Sophie se tenait à l'avant de la salle, portant le médaillon d'Élisabeth et une confiance tranquille qui la transformait d'une jeune mère incertaine en une présentatrice formidable. Alors qu'elle exposait les plans de la Fondation Élisabeth Dupont pour les soins pédiatriques, Jean observait les expressions des membres du conseil passer du scepticisme à l'intérêt, puis à l'enthousiasme. Les projections financières étaient solides, la mission claire, et le lien avec l'héritage d'Élisabeth indéniable. Lorsque Sophie révéla les plans architecturaux préliminaires, il y eut des murmures audibles d'approbation. Au moment où elle termina sa présentation, le vote n'était qu'une formalité. « Approbation unanime », annonça Jean, incapable de cacher la fierté dans sa voix. « La construction pourra commencer dès que le temps le permettra. »
Les membres du conseil sortirent, beaucoup s'arrêtant pour féliciter personnellement Sophie. Plusieurs des membres les plus âgés partagèrent des anecdotes sur Élisabeth, chaque histoire ajoutant une nouvelle pièce au puzzle de sa vie. Lorsque le dernier membre fut parti, Sophie s'effondra dans une chaise, émotionnellement épuisée mais triomphante. « Je l'ai senti avec moi », dit-elle doucement. Pendant tout le temps où je parlais, c'était comme si elle se tenait à côté de moi, guidant mes mots. Jean comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Il avait aussi ressenti la présence d'Élisabeth, plus forte que jamais, alors que leur fille portait sa vision en avant. La femme qu'il avait aimée leur avait laissé non seulement des souvenirs et de la richesse, mais un objectif, un moyen de guérir à la fois les corps et les blessures du passé. Dehors, de la neige fraîche commençait à tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc immaculé. La nature elle-même semblait offrir une page blanche, une toile vierge sur laquelle peindre le prochain chapitre de leur histoire. Le printemps arriva tôt cette année-là, apportant avec lui les premiers signes de nouvelle vie sur les terres du domaine du Pont. Le jardin qu'Élisabeth avait si amoureusement entretenu éclata en fleurs, comme si la nature elle-même célébrait les changements qui se produisaient à l'intérieur des murs du manoir. La construction du bâtiment de la fondation Élisabeth Dupont était bien avancée, ses lignes modernes s'élevant contre le paysage suburbain comme un phare d'espoir. Jean se tenait dans son bureau un matin, entouré de papiers qui représentaient l'aboutissement de mois de planification minutieuse. Les documents juridiques devant lui allaient remodeler non seulement son héritage, mais la structure même de tout ce qu'Élisabeth et lui avaient construit ensemble. « Êtes-vous certain de cela ?» demanda Charles Blanchard, son avocat et ami de longue date, depuis le fauteuil en cuir de l'autre côté du bureau. « C'est une restructuration importante de vos actifs. »« Plus certain que je ne l'ai été de quoi que ce soit depuis des années, » répondit Jean, son stylo planant au-dessus des papiers. Élisabeth connaissait l'importance de l'héritage bien avant moi. Il est temps que j'honore cette sagesse. Les documents transféreraient une partie substantielle de sa fortune personnelle dans la dotation de la fondation, assurant son fonctionnement pour les générations à venir. Plus important encore, il formaliserait la position de Sophie non seulement dans la fondation, mais dans Dupont Enterprises elle-même. Un coup à la porte du bureau interrompit ses pensées. Sophie entra, Thomas trottinant à côté d'elle, tenant sa main. À 18 mois, il montrait déjà l'esprit déterminé qui semblait courir dans la famille. « Désolé d'interrompre », commença-t-elle, mais Jean balaya son excuse d'un geste. « Le timing est parfait, en fait. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. » Il fit un geste vers la chaise à côté de Charles. « Thomas peut jouer avec ses cubes ici. J'ai demandé à Marie de les apporter plus tôt. » Sophie installa Thomas avec ses jouets avant de prendre place, son expression curieuse. Elle avait gagné en confiance au cours des mois depuis la réunion du conseil, s'affirmant en tant que directrice de la fondation. Le médaillon qui avait appartenu à Élisabeth ne quittait jamais son cou, une connexion constante avec la mère qu'elle apprenait à connaître à travers des histoires, des journaux et le travail qu'elle partageait maintenant. « J'ai beaucoup réfléchi, commença Jean, à l'avenir, à l'héritage, à ce qui compte vraiment. » Il prit l'un des documents. Ces papiers représentent une restructuration de Dupont Enterprise et de toutes les participations associées. Sophie commença à parler, mais Jean leva une main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Ta mère a construit cette entreprise autant que moi, son investissement initial, son acuité commerciale, sa vision. Elle connaissait l'importance de créer quelque chose qui durerait, quelque chose qui aiderait les gens. » Il étala les papiers sur son bureau. « La fondation n'est que le début. J'établis une nouvelle structure d'entreprise qui intègre le travail caritatif dans l'ADN même de Dupont Enterprise. Et je veux que tu en fasses partie, pas seulement en tant que directrice de la fondation, mais en tant que partenaire à part entière dans l'entreprise. » Les yeux de Sophie s'élargirent. « Mais je n'ai pas l'expérience. »« Tu as les instincts d'Élisabeth, » interrompit doucement Jean. « Je t'ai observé ces derniers mois. Ta façon de penser, ta façon d'analyser les problèmes, ta façon de te soucier de l'impact humain de chaque décision, tout cela vient d'elle. Tu n'as pas seulement hérité de ses yeux, Sophie. Tu as hérité de son cœur pour les affaires avec un but. » Thomas s'était approché de la fenêtre, pressant ses petites mains contre la vitre alors qu'il regardait les oiseaux dans le jardin. Cette vue fit sourire Jean. Combien de fois avait-il vu Élisabeth debout au même endroit, planifiant son prochain projet? « Il y a plus », continua-t-il, sortant un autre ensemble de documents. «
J'établis également des fonds fiduciaires pour l'éducation et l'avenir de Thomas. Mais plus important encore, je crée une fondation familiale qui travaillera aux côtés de Dupont Enterprise. Elle se concentrera sur le soutien aux familles adoptives et aux enfants dans le besoin, perpétuant l'amour qui a conduit Elisabeth à faire le choix le plus difficile de sa vie. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Vous n'avez pas à faire cela, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit doucement Jean. « Je le veux. Pendant trop longtemps, j'ai vécu dans le passé, essayant de préserver des souvenirs au lieu de construire sur eux. Elisabeth savait que le véritable héritage n'est pas une question d'argent ou de bâtiments. Il s'agit des vies que nous touchons, des changements que nous rendons possibles. » Maître Blanchard s'éclaircit discrètement la gorge. « Les papiers ont besoin de ta signature aussi, Sophie. En tant que fille d'Elisabeth, tu as certains droits que ces documents vont formaliser. » Thomas choisit ce moment pour retourner aux côtés de sa mère, grimpant sur ses genoux avec un cube de jeu serré dans sa petite main. Il tendit l'autre main vers Jean, un geste qui était devenu familier ces derniers mois. Sophie regarda son fils puis les papiers devant elle. « La dernière lettre de maman pour moi disait quelque chose que je n'oublierai jamais. L'héritage n'est pas ce que nous laissons derrière nous, mais ce que nous mettons en mouvement. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire jusqu'à maintenant. Jean observa Sophie déplacer Thomas sur un bras et atteindre le stylo de sa main libre. Sa signature, s'écoulant sur les pages, semblait plus qu'une simple formalité légale. C'était la fermeture d'un cercle et le début d'un autre. Dehors, le jardin qu'Elisabeth avait planté continuait de fleurir, chaque fleur témoignant de plans élaborés il y a longtemps, portant maintenant leurs fruits d'une manière qu'elle n'aurait peut-être jamais imaginée. La brise printanière portait le parfum des roses à travers la fenêtre du bureau, les fleurs éponymes de Sophie ouvrant leurs pétales au soleil réchauffant. Un an jour pour jour après la première apparition de Sophie au cimetière du Père-Lachaise, la Fondation Elisabeth Dupont pour les soins pédiatriques ouvrit ses portes. L'établissement moderne brillait sous le soleil du matin, sa conception accueillante exactement comme Elisabeth l'avait envisagé dans ses plans il y a tant d'années. Le jardin entourant le bâtiment avait été planté selon ses plans originaux, avec des roses de toutes les couleurs créant un arc-en-ciel vivant autour de l'entrée. Le premier rang contenait des visages familiers. Sophie, élégante dans une robe bleue qui avait autrefois appartenu à Elisabeth. Thomas, maintenant âgé de 2 ans, assis tranquillement dans ses plus beaux vêtements. Marie, qui était devenue comme une grand-mère pour le garçon. Et même Jacques, qui avait finalement accepté l'invitation de Jean à rejoindre les rassemblements familiaux plus tôt que d'attendre dans la voiture. Jean se tenait au podium lors de la cérémonie d'ouverture, regardant la foule rassemblée. « Il y a 24 ans, commença Jean, sa voix forte et claire. Je pensais savoir ce que signifiait l'héritage. Je croyais qu'il s'agissait de bâtiments, de comptes bancaires et de salles de conseil. Ma défunte épouse, Elisabeth, a essayé de m'enseigner autre chose, mais il a fallu rencontrer notre fille Sophie pour vraiment comprendre. » Un murmure parcourut la foule à ces mots. Bien que l'histoire ait été gardée discrète, aujourd'hui était une question de vérité, d'honorer toutes les parties de leur histoire partagée. Elisabeth Dupont était plus que mon épouse. C'était une visionnaire qui voyait au-delà de la surface du succès pour en comprendre le véritable but. Cette fondation qu'elle a planifiée en secret pendant ces dernières années représente tout ce en quoi elle croyait, que chaque enfant mérite une chance, que l'amour de chaque parent devrait avoir du soutien, que l'histoire de chaque famille compte. Sophie se leva de son siège, marchant pour le rejoindre au podium. Ensemble, ils dévoilèrent la plaque de dédicace, sa surface en bronze captant la lumière du matin. Fondation Elisabeth Dupont pour les soins pédiatriques où l'avenir de chaque enfant s'épanouit à la mémoire aimante d'Elisabeth Dupont dont la vision se perpétue à travers les générations. Sous le texte principal se trouvait une inscription plus petite. Pour Sophie, qui a porté le rêve de sa mère. Pour Thomas, qui lui a donné vie, et pour tous les enfants qui trouveront la guérison ici. Les premiers patients arriveraient demain, des enfants et des familles de toute la région, certains voyageant sur de longues distances pour les soins spécialisés que l'établissement fournirait. Le bâtiment comprenait non seulement des installations médicales, mais aussi des logements confortables pour les familles, des aires de jeu conçues par des experts en développement de l'enfant et une aile de recherche dédiée à l'avancement des soins pédiatriques. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait pour visiter l'établissement, Jean se sentit attiré par la roseraie. Sophie le rejoignit là-bas,
Thomas courant devant pour examiner une fleur jaune particulièrement vibrante. « La couleur préférée de maman », dit doucement Sophie, touchant les pétales jaunes. Jean acquiesça. Elle disait toujours que les roses jaunes signifiaient de nouveaux départs. Il regarda Thomas toucher délicatement la fleur, montrant la même attention douce qu'Élisabeth avait toujours accordée à son jardin. Elle aurait adoré cette journée. « Elle est là », répondit Sophie, touchant le médaillon à son cou. Dans chaque détail qu'elle a planifié, dans chaque vie que cet endroit touchera, dans chaque sourire que Thomas partage, elle est là. L'année écoulée les avait tous transformés. Le domaine du pont, autrefois un mausolée de souvenirs, résonnait maintenant du rire de Thomas. Les dîners de famille étaient devenus une occurrence régulière, Sophie et Thomas vivant dans la maison d'hôte qu'Élisabeth avait autrefois prévu de convertir en bureau de fondation caritative, une autre pièce de sa vision se mettant en place. Victor Mercier avait démissionné du conseil d'administration après que l'étendue complète de la documentation d'Élisabeth sur son comportement passé ait été révélée. Dans un revirement inattendu, l'expérience l'avait conduit à chercher de l'aide pour son addiction au jeu. Jean avait arrangé pour que son neveu reçoive un traitement, comprenant enfin que le véritable héritage incluait la guérison des blessures familiales, pas seulement la rupture des liens. Comme si elle lisait dans ses pensées, Sophie parla. « J'ai trouvé un autre journal de maman la semaine dernière. Elle écrivait sur le pardon, sur la façon dont les choix les plus difficiles que nous faisons façonnent non seulement nos vies, mais aussi celles des générations à venir. Elle regarda Thomas découvrir un papillon dans le jardin. Elle a choisi de me confier à l'adoption pour que je puisse avoir une vie différente, mais elle n'a jamais cessé de construire un pont pour me ramener à elle. » Jean sortit de sa poche une petite clé. « En parlant de pont, j'ai fait faire quelque chose pour toi. » Il pressa la clé dans sa main. « C'est celle du jardin d'hiver. Je l'ai fait convertir en bureau permanent pour les initiatives caritatives de la Fondation. Le bureau d'Élisabeth y est, t'attendant. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Sophie alors qu'elle acceptait la clé. Ils savaient tous deux qu'elle représentait plus que le simple accès à une pièce, c'était la transformation finale du passé en avenir, du souvenir en héritage. Thomas revint en courant vers eux, ses petites mains remplies de pétales de roses tombées. « Pour grand-mère », annonça-t-il fièrement, les dispersant dans la douce brise. Jean souleva son petit-fils, ressentant pour la première fois depuis des décennies le poids de la joie plutôt que celui du chagrin. Au-dessus d'eux, le bâtiment de la Fondation s'élevait comme une promesse tenue, ses fenêtres reflétant la beauté du jardin. À l'intérieur, la vision d'Élisabeth était devenue réalité, un lieu de guérison, de seconde chance, d'amour, s'étendant au-delà du temps et des circonstances. Les roses continuaient de fleurir, jaunes et roses et rouges, leurs pétales portant le message d'Élisabeth, que le véritable héritage ne vit pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous donnons, pas dans ce à quoi nous nous accrochons, mais dans ce que nous libérons pour grandir. En fin de compte, Élisabeth leur avait donné à tous une seconde chance de famille, de but, d'amour. Et dans le jardin de demain qu'elle avait si soigneusement planté, de nouveaux rêves commençaient déjà à s'épanouir.